Bonsoir tout le monde. On a partagé l'écran, mais moi je ne vois pas les participants, donc je revois juste les intervenantes qui sont d'ailleurs pour certaines dans la salle avec moi. Donc bonsoir à toutes et à tous. Merci de participer à ce webinaire consacré, intitulé Planète brûlée, droit bafoué, voilà, qui durera 1 heure et demie et qui est organisée par l'association environnementale Notre Affaire à tous. Donc, j'ai certaines intervenantes avec moi, certaines sont en ligne. Merci Marine de partager l'écran. Nous avons la prochaine personne qui parlera sera Morgane Geoffredo d'Amnesty International France. Nous aurons aussi, après, nous aurons Lucie Mendes qui est donc est-ce que tu peux me mettre les titres juste, Marine, pour pas que je... Non, on a juste ça. Attends. Qui travaille chez Énergie Solidaire et qui s'occupe de la précarité énergétique et qui donc interviendra en tant que témoin sur la précarité énergétique. Nous aurons aussi Racha Mousdikoudine, donc présidente de l'association Mayotte à soif, qui est donc mobilisée sur les questions d'accès à l'eau à Mayotte. Nous aurons aussi Emma Feilleux de Notre Affaire à tous, qui est responsable de projet discrimination environnementale et qui intervient sur le recours qui est fait à Mayotte. Puis nous aurons Valentine Boyer, qui est aussi bénévole chez Notre Affaire à tous au groupe multinational et qui qui nous partagera son expérience de plaidoyer auprès d'instances internationales et qui aussi intervient sur l'affaire Casino et qui nous en parlera. Je vais peut-être vous donner quelques éléments de contexte pour que vous compreniez pourquoi nous sommes réunis ce soir. Donc hier, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais c'était le 10 décembre. Et chaque 10 décembre, on célèbre la journée des droits humains. Hier, c'était en fait une date assez particulière puisque c'était le 75e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme, donc qui a été proclamée en 1948 et qui pose tout un ensemble de droits humains ou dits fondamentaux qui ont été repris dans de nombreux textes internationaux et nationaux et qui donc par la suite ont revêti pour la plupart une valeur obligatoire. Parmi ces droits, on peut citer par exemple le droit à la vie, le droit à un niveau de vie suffisant, le droit à la santé, le droit à être protégé de la torture. Donc voilà, c'est un exemple de principe aussi d'égalité, de non-discrimination, qui sont des principes très importants sur lesquels, qui seront un peu en creux de notre discussion aussi ce soir. Et alors bien sûr, quand on évoque ces droits humains, on pense tout de suite à l'actualité, à une actualité assez tragique, puisqu'il y a des populations qui sont en ce moment exposées à une situation où ils sont privés de droits, où leurs droits sont déniés. Mais il n'y a pas que les conflits armés qui provoquent une dépossession des droits. Le changement climatique constitue aussi une menace pour la jouissance de nos droits. Et c'est pour ça qu'on tenait le groupe Inégalité climatique de Notre Affaire à tous à trouver un temps pour parler de ça et sensibiliser le public à ce sujet, au lien entre changement climatique et droits fondamentaux. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai un petit trou. Oui, voilà, parce qu'en fait, c'est pas forcément très évident de comprendre pourquoi il y a un lien entre changement climatique et droits fondamentaux. Et Morgane, tu vas revenir dessus dans quelques minutes. Mais peut-être que je peux commencer à poser juste un ou deux éléments. C'est que quand, par exemple, une catastrophe naturelle survient, il faut comprendre que c'est des conditions, c'est toutes les vies qui sont impactées, nos conditions de vie, et donc derrière aussi tout un socle, notre socle de droits qui peut se retrouver impacté.
Et donc, du coup, on a voulu absolument, c'était important d'humaniser le changement climatique et de trouver. C'est pour ça qu'on a monté une campagne de sensibilisation qui a commencé il y a un mois et qui se termine donc cette semaine à l'issue après la journée des droits humains. Et ça s'est traduit par 2 étapes particulières. Donc, on a réalisé un rapport qui est déjà en ligne sur le site de Notre Affaire à tous, donc qui s'appelle aussi Planète brûlée, droits bafoués, et qui se veut, donc c'est un rapport qui se veut vraiment accessible mais complet, qu'on pourra aussi vous envoyer si vous le souhaitez, que vous pourrez relayer. L'idée, c'est vraiment d'expliquer les liens entre changement climatique et droits fondamentaux, avec donc c'est un état des lieux, si vous voulez. Mais notre idée, c'était un peu de soulever tous les enjeux qui nous semblaient importants, notamment avec un gros focus sur les inégalités climatiques et environnementales qui seront aussi en creux tout au long de notre discussion. Voilà. Après ce rapport, on voulait qu'il y ait aussi un temps de discussion. C'est pour ça qu'on est réunis en fait ce soir. On voulait que, enfin, Racha, quand on a préparé la réunion, tu nous as dit que tu allais nous immerger mentalement dans ce qui se passait à Mayotte. Et j'ai trouvé ça très fort. Et du coup, c'était aussi l'idée de ce webinaire, c'était de nous immerger dans des situations concrètes, que ce soit la précarité énergétique ou que ce soit la situation à Mayotte. Qu'est-ce que c'est quand tout d'un coup le changement climatique et des défaillances, une inaction en fait des acteurs qui seraient censés nous protéger, qui viennent aggraver la situation, et qu'est-ce que ça fait quand on est privé de ces droits-là. Mais du coup, pour l'heure, je pense je vais pouvoir passer la parole à Morgane et te demander pourquoi alors la crise climatique est aussi une crise des droits humains. Merci beaucoup, Héloïse. Est-ce que tout le monde m'entend bien? J'espère que c'est le cas via mon micro. J'ai souhaité m'intituler mon intervention Protection du climat et droits humains, les liaisons vertueuses, non seulement pour un clin d'œil cinématographique, mais aussi parce que, et on verra, c'est le fil rouge du webinaire, il y a un vrai lien entre le réchauffement climatique et les impacts sur les droits humains, et parmi eux, les droits fondamentaux, c'est-à-dire les plus essentiels à la vie, la santé, etc. On peut dire que les droits humains, eux aussi, sont menacés d'extinction dans certaines situations. Chaque degré de réchauffement a un impact concret et tangible sur la vie des personnes, ce qui fait qu'en 2021, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a dit que le droit à un environnement sain, propre et sûr est un droit humain. Alors, je vais continuer mon intervention par des récits parce que nous ne sommes ni en 2050 ni en 2030, mais bien en 2023. Je veux bien que tu passes à la prochaine, encore une. Et donc, voilà, je m'appelle Fatounata, je vis au Niger. Je subis les conséquences de la sécheresse et donc des pertes de récoltes et donc des pertes de revenus. Je dois donc aller beaucoup plus loin pour chercher de l'eau, ce qui engendre une déscolarisation, et je dois passer beaucoup plus de temps sur les tâches domestiques. Dans mon village, le mariage forcé des petites filles est devenu une source de revenus, et je suis exposée aux violences sexuelles quand je vais chercher de l'eau, car c'est plus loin et c'est plus compliqué. Et de nombreux hommes sont partis pour l'exil dans mon village à cause du réchauffement climatique. Je m'appelle Nasrine au Bangladesh, et dans mon village, les alertes aux cyclones sont données par téléphone, et c'est moi, l'homme de ma famille, qui le détient. Il y a 2 mois, j'étais partie travailler en ville et j'ai reçu cette alerte, mais ma femme et mes petites filles qui n'ont pas ce téléphone ne l'ont pas reçu. Et il faut aussi savoir que dans mon village, les femmes ne savent ni nager, ni courir, ni grimper aux arbres, car c'est quelque chose que seuls les hommes apprennent. Et enfin, je suis Roger aux États-Unis. L'été dernier, il a fait très chaud. Les températures à Los Angeles étaient insupportables. Mais heureusement, j'avais ma maison secondaire avec un grand terrain, avec des arbres, avec une piscine et avec la climatisation. Et donc, j'ai pu supporter la vague de chaleur et dormir la nuit. Donc, vous pouvez le voir, 3 témoignages qui montrent que le réchauffement climatique, il frappe très concrète, mais aussi de manière différenciée et beaucoup plus fort les plus vulnérables. Il y a une dimension ici qui est à la fois intra-étatique et aussi interétatique. Si on passe à la prochaine diapositive, on voit 2 villes en Inde
qui subissent une différence de 6 degrés selon qu'on vit dans un bidonville très exposé aux chaleurs ou alors dans des villes boisées. Et si on passe encore à la prochaine slide, on peut voir là l'aspect interétatique avec les pays industrialisés qui causent les émissions et qui sont les principaux responsables du réchauffement climatique. Un réchauffement climatique qui est subi par des États les plus vulnérables qui n'ont pas toujours les moyens de s'adapter au réchauffement climatique et qui en subissent les conséquences les plus graves. Alors maintenant, si on revient un peu à l'échelle individuelle, on peut voir que le changement climatique affecte tous les droits civils, politiques, sociaux, économiques, culturels, mais aussi et de façon très directe, les droits fondamentaux essentiels. Alors là, je vais les passer un petit peu en revue, mais le droit à la vie et à vivre dans la dignité est en grand danger quand il y a un danger de mort prématurée avec une catastrophe naturelle. Le droit à la santé est aussi impacté quand on souffre de maladies respiratoires graves à cause de la pollution, à cause de maladies liées à l'eau, quand il y a des problèmes d'assainissement, à cause de stress thermique, mais aussi, et j'ai envie de dire plus simplement, à cause des effets dévastateurs d'un sommeil de mauvaise qualité parce qu'il fait trop chaud. Ensuite, le droit à l'eau et à l'assainissement pour chaque être humain est aussi impacté. On va revenir sur la situation de Mayotte un peu plus tard dans ce webinaire. Le droit à l'alimentation est évidemment aussi impacté. Cette année, avec les sécheresses qu'il y a eu en Inde, on va très clairement vers une crise du riz avec des pénuries qui vont concerner certains pays de plein fouet, comme en 2008. Et le PNUD indique que d'ici à 2050, il y aura plus 20% de famine dans le monde. Le droit au logement est aussi impacté puisque les catastrophes naturelles à répétition induisent des déplacements de population et on va aussi revenir sur cette thématique plus tard. Il y a aussi le droit à la non-discrimination entre les individus. Et là, on peut dire que déjà, il y a une thématique générationnelle puisque les jeunes générations vont être beaucoup plus exposées aux conséquences du réchauffement climatique que nous. Et d'autre part, les pays les plus vulnérables sont beaucoup plus exposés aux conséquences que les pays industrialisés qui ont plus les moyens de s'adapter. D'autre part, il y a aussi des informations et des preuves sur le fait que le réchauffement climatique entraîne plus de pauvreté et davantage de traite d'êtres humains. Ensuite, je voulais passer en revue quelques chiffres qui me semblent très importants, car c'est important d'avoir des ordres de grandeur. L'OMS parle de 250 000 morts par an entre 2030 et 2050, donc c'est vraiment effrayant. L'UNICEF, en 2023, a dit qu'en Éthiopie, dans les régions les plus touchées par la sécheresse, les mariages forcés ont augmenté de 119%, puisque ça devient une source de revenus pour les populations. Le PNUD, pour revenir un peu sur cette thématique du genre qui est très présente dans la thématique du réchauffement climatique, le PNUD a dit que les femmes sont 14 fois plus susceptibles de laisser la vie dans une catastrophe naturelle. Et d'autre part, si on passe encore à la prochaine, sur la thématique des migrations, l'ONU dit qu'en 2050, il y aura 216 millions de migrants internes et le Haut Commissariat pour les Nations Unies dit qu'il y aura 1,2 milliard de déplacés climatiques en 2050. Et ça aussi, ça va induire de nouvelles problématiques. Alors tout ça, ça fait froid dans le dos, mais à la limite, j'ai envie de dire, au moins, on connaît l'ennemi. L'ennemi, c'est les énergies fossiles qui sont le principal fait générateur du réchauffement climatique. Et c'était une demande clé d'Amnesty International à la COP28 de sortir directement des fossiles à partir de maintenant. Je vais terminer mon intervention par un cas précis que Amnesty International soutient et nous avons d'ailleurs organisé une manifestation mondiale ce matin devant toutes les ambassades du Canada, puisqu'en fait la Première Nation qui s'appelle les Wet'suwet'en dans l'Ouest canadien est concernée par un projet géant de gazoduc qui va traverser son territoire d'est en ouest. On le voit sur les images ici. Et je voudrais, avant d'aller plus loin sur ce cas, dire que les peuples autochtones ont un rapport très personnel et ontologique à la nature. Et pour eux, la nature, les rivières, les forêts, les montagnes représentent des ancêtres. Et c'est grâce à ces lieux naturels qu'ils peuvent dialoguer avec leurs ancêtres. Et donc, pour eux, l'atteinte à ce genre de territoire pour des projets climatiques, pour des bombes climatiques et des projets fossiles, c'est non seulement une menace environnementale, c'est une atteinte à l'environnement et c'est aussi une menace culturelle.
Et donc, juste pour revenir sur ce cas, c'est la société TC Énergie qui est en train de construire un gazoduc de 670 kilomètres qui est soutenu par les autorités du Canada. Et les Premières Nations Wet'suwet'en ont toujours dit qu'elles n'ont jamais consenti à ce projet, alors que le Canada a signé la Déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones, qui dit qu'il faut vraiment obtenir le consentement préalable, libre et éclairé des Premières Nations. Et en fait, le problème, c'est que, on a eu donc, des manifestations et suite à ça, des opérations, policières, massives avec 20 personnes arrêtées et 9 qui sont encore en prison. Et en fait, il y a eu une vraie intimidation policière avec des déploiements d'hélicoptères, de drones, de snipers, des déplacements forcés. Et en fait, j'ai envie de dire que c'est assez, c'est assez dégoûtant ce qui s'est passé parce qu'il y a même certains chefs Wet'suwet'en qui ont été tirés par les cheveux, roulés par terre, enchaînés. C'est juste incroyable que ce soit passé, comme ça. Et donc le combat d'Amnesty, c'est vraiment d'exiger leur libération, l'abandon des charges, de toutes les charges qui pèsent contre cette nation et l'arrêt du projet fossile. Voilà, c'était pour vous dire un peu concrètement ce qu'on fait chez Amnesty sur la thématique de justice climatique et la défense des droits humains. Merci beaucoup. Lucie, est-ce que tu veux prendre le relais pour parler de la précarité énergétique Avec plaisir. Ouais. Je dirais juste aux participants que du coup, la précarité énergétique renvoie à la question du droit au logement, qui est aussi un droit fondamental et qui est impacté par le changement climatique. Merci beaucoup, Lucie. On te laisse parler. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Donc, moi, je coordonne un programme qui s'appelle Énergie solidaire Occitanie, qui est un programme de lutte contre la précarité énergétique dans le logement. Si vous pouvez passer, parfait. Donc, la précarité énergétique, d'abord, il faut commencer par la définir parce que c'est souvent un phénomène qui est mal connu. Et donc, c'est un phénomène qui a été consacré dans la loi Grenelle de 2010 qui dit qu'une personne en précarité énergétique est une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d'énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'habitat. Et donc, on a concrètement différents indicateurs qui permettent d'estimer le nombre de ménages en précarité énergétique. Ça va être le fait que ces ménages-là fassent partie des 30% des ménages les plus modestes. Ça va être le fait que les ménages dépensent 8% de leurs dépenses dans l'énergie, ou ça va être encore la sensation de froid. Donc, sur la base de ces 3 indicateurs, on va déterminer qu'il y a 1/5 de la population française, donc 12 millions d'individus, qui étaient en précarité énergétique en 2022. Un problème, selon nous, Énergie solidaire, c'est qu'on n'a pas la sensation de chaleur aujourd'hui qui est reconnue comme un indicateur à part entière, et donc on loupe tout un tas de personnes en précarité énergétique, évidemment, puisque vous n'êtes pas sans le savoir, on a un dérèglement climatique qui est très clairement à l'œuvre, et on a des régions françaises, en métropole ou en outre-mer, qui sont très clairement impactées par la sensation de chaleur. Donc ça, c'est une demande qui pourrait être faite dans les politiques publiques pour avoir un regard un peu plus représentatif du nombre de ménages en précarité énergétique, prendre en compte cette sensation de chaleur. Et enfin, la précarité énergétique, c'est un phénomène qui a des conséquences multiples. On parle de spirale de la précarité énergétique, puisque ça a des conséquences financières, on s'endette, des conséquences sociales, souvent on s'isole, des conséquences environnementales, puisqu'on a un bâti qui émet évidemment plus d'émissions de gaz à effet de serre, et des conséquences sanitaires, puisque on peut être amené, du fait d'une mauvaise qualité de l'air dans le logement, à avoir des maladies telles que l'asthme, etc. Donc, des conséquences aussi éducatives sur les enfants qui vivent dans le foyer, etc. Si on peut passer à la slide suivante, j'ai souhaité, au-delà de vous dire que, effectivement, avec les prix, l'augmentation des prix de l'énergie, on a d'autant plus de restrictions et de privations dans le logement, ce qui fait qu'on a encore plus de ménages en précarité énergétique. Mais j'ai souhaité surtout vous donner un témoignage et reprendre un témoignage parce qu'on a collaboré avec une photographe qui s'appelle Stéphanie Lacombe, qui a fait tout un tas de photographies de ménages en précarité énergétique et qui a intitulé ça « Froid dans le dos ». Et donc, je souhaitais vous proposer cette photo qui concerne donc Corinne, 40 ans, femme célibataire, mère de 4 enfants, aide à la personne, locataire en immeuble à 7 dans l'Hérault.
Cet appartement est classé indécent, il est humide, les placards, fenêtres et vêtements sont moisis. Je touche le RSA. Une fois toutes mes factures acquittées, il me reste 70 €. Je me prive de chauffage la journée alors qu'il fait 13 degrés dans le salon. Certains jours, il fait plus froid chez moi que dans la rue. Pendant les vacances, ma fille reste dans son lit toute la journée, sous la couette, avec les chats qui lui tiennent chaud. Le soir, on s'assoit par terre, ensemble, sous le radiateur. Il fait tout juste 16 degrés. Voilà un exemple parmi d'autres de ménages de situation de précarité énergétique. Je ne veux pas vous déprimer, donc il y a clairement des solutions pour sortir de la précarité énergétique et c'est l'objet de la suite. Donc très clairement, comment on sort de la précarité énergétique? Durablement, il faut rénover les logements de manière complète et performante. Donc c'est ce que fait Énergie Solidaire, c'est lever des fonds, différentes formes de fonds, j'y reviendrai, et reverser ces fonds à des associations qui accompagnent les ménages en précarité énergétique. Parce qu'on a identifié qu'il y a tout un tas de ménages en précarité énergétique qui ne savent pas qu'ils peuvent bénéficier d'aide, qui ne savent pas comment monter un projet de rénovation, sur quelle durée, etc., etc. Donc, nous, on finance ces associations qui accompagnent les ménages pour faire de la rénovation dite complète et performante. Et cette rénovation complète et performante, elle permet de travailler sur 6 postes de travaux à l'échelle d'un logement. Donc, pas juste changer les fenêtres, changer l'isolation des combles. Enfin, voilà, travailler sur tout le logement dans son ensemble pour qu'in fine, on soit vraiment dans un habitat optimal et vivable. C'est pour ça qu'on part de cette slide qui est, au départ, la vision d'Énergie Solidaire, c'est ça, voilà. On a un triptyque qui est, si on veut avoir une transition énergétique réussie et qui soit solidaire, qui soit pas juste, qui bénéficie pas juste aux plus riches d'entre nous, il faut produire des énergies renouvelables, que cette production soit la plus possible portée par les citoyens ou les collectivités. Il faut être plus sobre dans nos usages, mais que cette sobriété, elle soit choisie et non subie. Et enfin, il faut être efficace, avoir une efficacité énergétique, et donc ça passe en grande partie par la rénovation énergétique des bâtiments. C'est pour ça qu'Énergie Solidaire a été créée en 2017, dans cette vision-là. Je veux bien passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Et en tant que fonds de dotation, ce qu'on fait, donc un fonds de dotation, petit récapitulatif, c'est souvent mal connu comme statut, c'est entre une fondation et une association, et l'idée, c'est de collecter des dons. Donc nous, on collecte différentes formes de dons, et de les reverser, comme je vous le disais un peu plus tôt. Et nous, on les reverse uniquement à la lutte contre la précarité énergétique et particulièrement à des associations d'intérêt général qui sont basées sur tout le territoire et qui accompagnent les ménages en précarité énergétique. On fait ça parce que donc, on a identifié que les ménages avaient clairement besoin d'accompagnement, ces associations voient leur subvention publique décroître et donc c'est absolument essentiel de venir les accompagner. On collecte différentes formes de dons. Donc, pour préciser un petit peu, on a le don financier classique qui est défiscalisé pour les professionnels et les particuliers. On a aussi un mécanisme qui s'appelle le don d'énergie qui en fait permet, si une collectivité a des panneaux photovoltaïques sur ses bâtiments publics et a des surplus, de reverser ces surplus en argent finalement à Énergie Solidaire. Donc ça, c'est un mécanisme qui va être amené à se développer certainement dans les prochaines années, toujours plus. Et on a enfin le micro-don sur facture d'énergie. Donc ça, ce sont pour les clients d'Enercop. Enercop, qui est une coopérative qui fournit de l'électricité sans renouvelable. Et donc, c'est un peu comme un EDF, hein, mais version fournisseur local et renouvelable. Et donc, pour tous les consommateurs qui ont décidé de se faire fournir par Enercop, ils peuvent faire un micro-don sur leur facture d'énergie qui correspond à quelques centimes par kilowattheure consommé. Donc, ça représente souvent quelques euros en plus sur sa facture d'énergie à la fin du mois. Et pour nous, c'est près de 400 000 € récoltés depuis 2017 grâce à ce micro-don. Donc, voilà pour vous dire un petit peu les différentes formes de collecte qu'on a développées. Si on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Et donc, depuis 2017, on a soutenu des associations sur tout le territoire. Donc, vous voyez des petits budgets au départ, hein, parce qu'on avait une seule personne, un seul ETP. Aujourd'hui, on est 3 et on a on a lancé cette année 2 appels à projets concomitamment. Donc, un au niveau national et un au niveau Occitanie. Donc, vous voyez bien, on a fait x5 de budget là, en 2 ans depuis 2021. Et donc, moi, je coordonne le premier programme qu'on a en région et on aimerait aller sur d'autres territoires et développer des programmes territorialisés parce que ça fait beaucoup plus sens pour nous de dire on collecte des dons auprès des professionnels, des entreprises, des énergies renouvelables et du bâtiment, par exemple, d'un territoire
pour leur dire, au lieu d'investir à l'étranger, vous faites retomber les bénéfices localement et donc vous promouvez un système qui est un projet qui est à la fois local, qui est social et qui est environnemental. Pour vous donner des exemples un peu plus concrets d'associations qu'on a soutenues, on a le Gfosat par exemple en 2021, c'était un programme de remplacement et de recyclage de frigos trop énergivores. On a l'Alliance citoyenne grenobloise en 2020 qui était un projet de médiation entre bailleurs et locataires, puisque les locataires ont très peu de marge de manœuvre. Donc, il faut aller chercher côté propriétaire aussi, si on veut qu'il y ait des vrais projets de rénovation complète et performante qui s'instaurent. Et donc, en 2021, on n'a financé que des associations à de la rénovation complète et performante. Si on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, les lauréats 2023, je ne m'occupe pas de l'appel à projet national, donc c'était juste pour vous donner une vision un petit peu globale des associations et des montants qui ont été alloués, mais vous pouvez retrouver les projets plus concrets qui ont été soutenus sur notre site énergie-solidaire.org, donc n'hésitez pas. Et si vous voulez, je peux vous dire 2-3 mots sur les associations qui ont été financées au niveau Occitanie, puisque c'est moi qui m'en occupe. Donc, à la slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, les lauréats en Occitanie, on a brassé un peu large sur le territoire. La région Occitanie, c'est une région très précaire. Hein. L'Aude et l'Hérault font partie des départements en France métropolitaine les plus précaires, très clairement. Donc, on a beaucoup de territoires ruraux. Et là, on a financé, par exemple, Emmaüs Rhodes, qui est basé en Aveyron. Et là, c'est la rénovation énergétique de l'habitat des compagnons, qui sont souvent des sans-papiers et qui vivaient clairement dans un habitat en état de vétusté plus, sans salle de bain individuelle et qui ont en plus subi un incendie cet été dans leurs espaces collectifs. On a le Gfosat, donc, que vous aviez déjà vu tout à l'heure, qui avait été financé en 2019, qui là veut financer des petits travaux pour des locataires. Donc, c'est vraiment des petites économies d'énergie, mais ça a un impact immédiat pour le locataire qui a peu de marge de manœuvre, comme je vous le disais. On a aussi Habiter en terre catalane, qui est dans les Pyrénées-Orientales, et donc l'éco-centre Pierre et Terre, qui est basé dans le Gers. Voilà très rapidement ce que je pouvais vous dire. En tout cas, on souhaitait, et notre affaire à tous m'a sollicité aujourd'hui, parce que si on souhaitait parler précarité énergétique, c'est effectivement que la précarité énergétique porte atteinte au droit au logement, en ce sens qu'elle le rend indécent, elle rend le logement indécent. Et donc, pour vous donner vous donner un petit peu les grandes lignes des lois sur le sujet, des dernières lois. On a la loi du 8 novembre de 2019, la loi énergie-climat, qui a introduit la performance énergétique parmi les critères de décence du logement. Et on a la loi de climat-résilience de 2021 qui a précisé que cette décence, elle serait désormais définie par référence à la classe énergétique du logement, donc au DPE, au fameux diagnostic de performance énergétique, ce qui fait que depuis le 1er janvier, est considéré comme décent le logement dont la consommation d'énergie estimée par le DPE est inférieure à 450 kWh d'énergie finale par mètre carré de surface habitable. Donc là, je vous ai perdu normalement, mais très concrètement, il y a le décret d'août dernier qui est venu préciser qu'au 1er janvier 2025, il est interdit de louer des logements classés G en France métropolitaine. Donc, si vous êtes locataire d'un logement classé G, très clairement, déjà, vous êtes en droit d'aller demander à votre propriétaire quel est le DPE de votre logement et n'hésitez pas dans les prochaines années à bien vous assurer que votre logement n'est pas en DPE G parce qu'il va falloir qu'il y ait un contrôle nécessaire. Clairement, on a beaucoup encore de logements de passoires énergétiques, comme on les appelle en France, le logement classé F ou G. Et donc, au 1er janvier 2025, ce sera l'interdiction des logements classés G. Au 1er janvier 2028, ce sera l'interdiction des logements classés F. Et enfin, au 1er janvier 2034, ce sera l'interdiction des logements classés. Ça, c'est pour la France métropolitaine. Pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et Mayotte, on a un niveau de performance différent. Ce sera la classe F à compter du 1er janvier 2028 et la classe E à compter du 1er janvier 2031. Voilà ce que je pouvais vous dire. Peut-être finir pour faire le lien avec Oxfam, qui a été cité par Amnesty International, par Morgane tout à l'heure. Il y a un rapport sur le logement, inégalité à tous les étages, qui vient d'être produit par Oxfam et qui montre encore une fois les liens étroits entre les inégalités sociales et climatiques et le poids du logement qui est 2 fois plus élevé
pour les 25% les plus modestes que pour les 25% les plus aisés. Donc voilà, là, c'est un chiffre assez parlant. Je voulais finir là-dessus. Je vous remercie. N'hésitez pas si vous avez des questions par la suite. Merci beaucoup, Lucie. J'en profite pour dire que sur notre rapport, on a mis des repères bibliographiques et on a notamment travaillé le groupe Inégalité climatique sur la précarité énergétique, donc qui sera en bibliographie. Et il y a bien sûr le rapport sur le mal logement de la Fondation Abbé Pierre, qui est aussi toujours une mine assez précieuse sur le sujet. Merci beaucoup, Lucie, de nous avoir parlé de la précarité énergétique. Je passe la parole maintenant à Racha. Merci d'être là. Merci infiniment et merci de nous raconter la situation et quelles implications ça a sur le problème d'accès à l'eau et voilà, sur vos vies. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. J'ai activé mon micro, j'avais oublié que je ne l'avais pas activé. Vous m'entendez bien? D'accord. Donc, alors, je vais présenter en fait la situation avec mon cas personnel, d'accord? Après, je généraliserai un peu. Alors, où est-ce que je suis déjà pour vous situer un peu Mayotte, comme ça, vous savez, Mayotte, voilà. On est dans le 976, hein, c'est le plus jeune département de France. Vraiment paysage paradisiaque, tout ce dont on rêve quand on a fini les études, on a envie de revenir et d'y travailler, d'être avec sa famille, voilà, d'avoir une carrière. Parce que Mayotte aussi, c'est une terre d'opportunités pour les personnes qui ont de l'ambition, comme moi, j'en ai. Et Mayotte, c'est composé en fait de 2 îles qu'on peut voir sur la carte. Il y a la Grande Terre que vous voyez là et il y a Dzaoudi. Ça compte par rapport à l'école pour mes enfants, je vous explique. Donc, moi, je suis sur Dzaoudi, là, je vis à l'abattoir. Il y a une ville qui s'appelle l'abattoir parce que Dzaoudi est composé de 2 villes. Il y a l'abattoir et Pamandi. Donc, moi, je vis à l'abattoir et depuis le 7 juillet, je n'ai pas l'eau chez moi. Donc, je pensais que c'était une blague parce que quand quelqu'un vous appelle et c'était mon mari qui vous annonce que chez vous, dans un département français, vous n'avez plus l'eau, et ça faisait déjà 1 mois, je pensais vraiment qu'il avait exagéré, que voilà, il y a eu juste un petit problème technique, qu'il fallait que le fournisseur intervienne. Mais une fois que nous sommes rentrés de vacances avec les enfants, que nous sommes restés 1 semaine, puis 2 semaines sans eau, et que j'ai dû appeler la Croix-Rouge pour avoir un peu d'eau, là, c'était le choc pour moi parce que je suis descendue dans mon petit rêve français, avec ma petite vie en tant que Française, femme française, dans un territoire français où je pensais que j'avais tous les droits, comme dans l'Hexagone, comme à Paris. Donc, le fournisseur nous dit, il faut déménager, et c'est là que mon combat commence. Et en me disant que je commence un combat qui est propre, qui est personnel, en fait, je me rends compte que c'est un combat pour toute l'île. Parce qu'en fait, très rapidement, la situation va se dégrader. Au départ, on était vraiment quelques quartiers seulement à être touchés par la pénurie. Et puis, très rapidement, la pénurie s'est étendue comme ça. Très rapidement, il y a eu l'arrêté préfectoral pour les restrictions, les plannings d'eau. Donc, il faut savoir que c'est depuis 2017 que nous avons vécu des pénuries d'eau. Sauf qu'en 2017, il n'y a jamais eu de tour d'eau. Comment cette pénurie a d'abord affecté ma vie familiale avec mes enfants, à commencer à me culpabiliser, à me sentir indigne d'être une mère, à me demander pourquoi je suis venue là alors qu'on est rentré chez nous, pourquoi j'ai choisi d'habiter dans cette maison-là, d'accord? Et à me poser plein de questions en fait par rapport à ma vie de mère. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à vivre en mode nomade. On ne vivait plus à la maison. Il fallait quitter la maison très tôt, c'est-à-dire j'ai triché un peu au travail parce que quand on n'a plus d'eau du tout et les autres ne comprenaient pas, il fallait partir avec les jerrycans, les seaux, nos vêtements sales, comme si on partait en voyage, pour un long voyage, et faire parfois 5, 10 allers-retours entre la maison et chez nous. Parce que lorsqu'on a des vêtements entassés, sales, entassés pour une famille de 4 personnes pendant 1 mois non lavés, lorsque les enfants, ça faisait 1 mois que j'avais pas pu faire leur shampoing, voilà, c'était une mission. La mission, était être propre, voilà, avoir un minimum d'hygiène.
Donc, j'ai commencé à appeler, à taper aux portes. Il y a des portes qui se sont fermées parce que j'ai eu même des personnes qui m'ont dit, vous pouvez pas venir tous les jours. Et en fait, j'ai compris que c'était pas facile. C'est pas parce que ces gens-là ne voulaient pas nous aider. Mais sur un territoire français, quand la pénurie ne nous touche pas, parce que là, ça crée aussi des inégalités, les autres ne pouvaient pas forcément comprendre, s'immerger en fait dans notre situation. Ça paraissait comme être une blague. Vous voyez? Donc, voilà, avoir honte de demander, ne pas oser demander, se sentir comme un mendiant, mendier de l'eau. J'étais prête à payer, mais j'avais l'impression que personne n'avait rien à vendre parce que c'était considéré comme quelque chose d'accessible dans certains quartiers. Donc, je passais des jours parfois où mes enfants, je leur donnais des snacks, où on ne pouvait pas faire à manger à midi, où les laver, c'était problématique, où changer leurs draps, c'était vraiment devenu problématique. On vivait dans la saleté. Et pour les toilettes, c'était encore pire. C'est-à-dire, on n'avait plus d'intimité. Chacun allait à son tour. Vous savez, comme dans l'ancien temps, là, où le papa, il sortait du BTP, il venait se laver et les enfants venaient se laver ensuite. Mais nous, c'était par rapport aux cuvettes des toilettes. Donc, chacun passait à son tour. On vivait parmi nos excréments. D'où la décision très dure. On a pris la décision depuis, je pense, le 10 octobre, de nous séparer de nos enfants. Clairement, c'était pas possible. Plus ça allait, plus ça s'empirait et l'eau ne venait surtout pas. Donc, je me sépare de mes enfants, je culpabilise aussi parce que j'abandonne mes enfants. Je prends la décision d'abandonner mes enfants, quelque chose que des gens ne peuvent toujours pas comprendre aujourd'hui, même s'il y a des gens qui me soutiennent. Mais culturellement, se séparer de ses enfants, c'est comme si on avait échoué. Mais on l'assume complètement parce que c'est leur offrir un environnement sain. Donc, actuellement, mes enfants sont sur l'île de la Réunion. En fait, ensuite, le deuxième aspect de ma vie, en tant que femme. Pourquoi en tant que femme? Parce que, voilà, on sait ce que c'est que la charge mentale. Nous, les femmes, d'habitude, une fois qu'on rentre dans la vie maritale, une fois qu'on a des enfants, surtout sur notre territoire, on aime bien, en fait, tout prendre en charge. Toutes les problématiques du foyer, on aime les prendre en charge. Donc, dès qu'il n'y a pas d'eau, c'est vrai que moi, j'arrive pas à être zen. Et je me dis, il faut que j'aille chercher l'eau. Donc, la plupart du temps, c'est moi qui vais porter l'eau. Pas parce que mon mari ne veut pas m'aider, mais parce que je suis tellement stressée qu'on n'ait pas d'eau le lendemain que dès que j'ai une opportunité, je prends les jerrycans, je porte les jerrycans, je vais chercher l'eau. Et le pire dans tout ça, quand on est une femme, c'est quand on a ses règles et qu'il n'y a pas d'eau. C'est-à-dire que pas tout le monde, on a dans cette idée que si j'ai mes règles, c'est mon intimité, c'est ma dignité de femme, je dois être fière d'être une femme. Mais à chaque fin du mois, je stresse que quelqu'un découvre que j'ai mes règles en allant aux toilettes après moi. Alors, qu'est-ce que je faisais la plupart du temps? C'est que j'évitais d'aller aux toilettes, sauf que ça me rendait un peu malade. Donc, il a fallu discuter de ça avec certaines personnes et d'expliquer que voilà, quand vous allez venir à la maison, il faut pas faire attention, etc. Donc, avec le fait que presque pas de vie sociale, parce que quand on n'a pas l'eau à la maison, finalement, on peut pas tirer la chasse d'eau. J'évite d'inviter des gens à la maison qui viennent manger à la maison parce que déjà, c'est compliqué. En plus de ça, quand il faut utiliser les toilettes, c'est très compliqué. Donc, cette vie de nomade, c'est vrai, elle a cessé quand on s'est séparé des enfants parce que, voilà, on peut un peu se débrouiller de temps en temps, aller à l'extérieur de la maison. Et le problème n'est toujours pas résolu. Ma vie de salarié aussi a impacté parce que je suis chef de projet, j'ai une équipe à gérer. Donc, tous les matins, je ne sais pas si ça touche tout le monde en fait, mais tous les matins, quand je vais au travail, j'ai la boule au ventre de me dire que peut-être on n'aura pas l'eau. Je sais que je ne suis pas responsable de la situation. Je sais que je pourrais me dire, oui, c'est à l'employeur de gérer ça. Sauf que je travaille surtout avec des femmes et toutes les situations que je vous ai décrites là, je sais qu'elles peuvent en souffrir aussi. Parce que quand il n'y a pas d'eau, ça veut dire que l'école des enfants peut être fermée, ça veut dire difficulté de se faire à manger, ça veut dire difficulté de se laver, avec tout le mal-être que ça peut engendrer. Et que tout ça, ça se passe en silence. Parce que chez nous, il y a encore plus de tabous, de sujets tabous, des sujets sur lesquels nous ne sommes pas à l'aise, nous-mêmes, nous, entre femmes, d'en discuter plus que dans l'Hexagone. Et dans tout ça, on considère qu'il n'y a pas de problématique parce que nous, on avait demandé forcément avec l'association Mayotte à Soif, qui est une sorte de cellule psychologique ou un numéro auquel appeler si vraiment on arrive à des situations inextricables comme on n'a pas l'eau et qu'on aller travailler, c'est difficile. Je rappelle juste qu'à Mayotte, on est à 34% de taux de chômage et la majorité des personnes au chômage, ce sont des femmes.
Donc, bien sûr, je me suis posé la question une fois, est-ce que j'arrête de travailler? Est-ce que j'arrête de travailler pour pouvoir aller chercher l'eau et pouvoir garder mes enfants, pour pouvoir garder ma dignité, parce que finalement, je suis épuisée. Il faut savoir que nous qui sommes en hauteur, quand l'eau arrive, et comme on est au niveau du collectif qui est devenu maintenant association, pas mal de témoignages, l'eau arrive à 2 heures du matin. Donc, en général, ce sont les femmes, ce sont nous qui allons nous réveiller parce qu'on est toujours, moi, je suis parano, hein. Je me dis que si je prends pas l'eau maintenant, je ne veux pas attendre le matin. Des fois, elle peut arriver jusqu'à 4 heures du matin, mais je me dis, si elle arrive à 22 heures ou à minuit, il faut que je me lève, que je fasse mes réserves parce que sinon, ça veut dire que je n'irai pas au travail parce que peut-être que j'aurai pas d'eau pour me laver. Donc, on a 2 réveils. On a le réveil pour l'eau et on a le réveil, si on a la chance de faire toute sa nuit ce jour-là, le réveil pour aller au travail. Et en général, quand l'eau arrive à 2 heures du matin, bien sûr, ça veut dire qu'on ne dort pas parce que la plupart des personnes, en fait, en dehors de moi, parce que je suis la moins impactée par rapport au fait de se réveiller tôt, il y a des gens qui se réveillent à Mayotte à 3 heures, voire 3h30 du matin pour aller au travail, pour prendre la route à 4 heures pile et aller au travail à cause des bouchons qui habitent là, vous voyez, à Grande-Terre, là. Ça signifie que ces personnes-là ne vont pas dormir avec tous les risques, parce que j'ai vu qu'une personne qui se prive de sommeil, bah, c'est l'équivalent d'une personne qui a un taux d'alcoolémie trop élevé. Et ça, l'État ne réagit pas. Et ça, l'État ne prend aucune mesure par rapport à ça, sachant que ces personnes-là prennent un risque. Et ceux qui ont des enfants, c'est pire, qui vont à l'école. Moi, je me suis séparée de mes enfants, même si c'est dur pour moi, mais le plus dur, c'est lorsqu'on travaille, on va au travail et qu'on vous appelle de venir chercher votre enfant 15 minutes après. Surtout nous qui habitons à Dzaoudzi, imaginons je suis dans la barge, je me dis venez chercher votre enfant. Je suis déjà dans la barge. La barge, en fait, c'est une gare maritime. S'il y a un capitaine, le capitaine, on va pas lui dire faites demi-tour parce que ma fille, je dois aller récupérer à l'école. Donc, on doit se débrouiller et trouver des solutions alternatives pour la garde de nos enfants, sachant qu'à Mayotte, les crèches sont presque inexistantes et il n'y a pas de garderie alternative. Les assistantes maternelles, on est un peu pénurie sur ça, il n'y en a presque pas. Donc, toutes ces difficultés, nous les vivons au quotidien. C'est un stress invisible que nous vivons au quotidien. J'ai dit un mot très dur, mais qui s'affirme avec l'insécurité actuelle. C'est comme vivre comme si on était en guerre, mais c'était une guerre invisible. Parce que finalement, l'eau, c'est la vie. Je sais, je suis consciente que si je ne bois pas, je suis consciente si je me prive trop pour manger, pour dormir, je suis consciente que je mets ma vie en danger. Sauf que c'est pas visible, c'est pas quelqu'un qui va venir m'agresser là tout de suite et je finirai à l'hôpital. Non, peut-être que dans quelques années, je vais avoir des problèmes cardiaques, des problèmes d'hypertension et d'autres problématiques comme ça, mais qui sont invisibles. Pourquoi? Parce que c'est pas des choses qui vont nous impacter tout de suite, donc c'est considéré que c'est pas grave. Sachant qu'à Mayotte, nous sommes le département où nous vivons le moins longtemps dans tous les départements français. Le département où il y a le plus de malnutrition. On a 10% de malnutrition avant la pénurie d'eau. Donc moi, au moins, je travaille. Je peux faire le sacrifice de tout mon salaire, me dire que tous les jours, je vais manger au moins le dîner ou les déjeuners. En tout cas, je peux choisir entre les deux pour aller au restaurant. Mais je pense à des femmes qui ne travaillent pas et qui ne peuvent pas faire ce choix-là. Parce que être dans un département où le taux de pauvreté est à 77%, cela signifie que les femmes, elles font à manger à leurs enfants. Moi, je fais partie de ces femmes-là parce que le coût de la vie à Mayotte, déjà, c'est un coût de la vie très élevé. Donc, toutes les femmes qui font à manger aux enfants, à leurs enfants, et qui sont contraintes d'aller chercher des pots, toutes les femmes qui devaient laver leurs enfants pour l'hygiène de leurs enfants, utiliser l'eau, parce que c'est moins cher quand même d'utiliser l'eau que des lingettes, et aujourd'hui, sans contrainte pour maintenir l'hygiène de leurs enfants, aller chercher à manger les lingettes. Ça, c'est des choses, on ne le voit pas, mais ce sont des choses au quotidien. Nos enfants sont en danger, nos bébés sont en danger, nos personnes âgées sont en danger. Parce qu'il y a des gens qui vivent à moins de 1 euro par jour. Mais quand on est dans la France hexagonale, c'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer la chose. Mais vous pouvez le voir que si vous voyez des enfants dans les médias qui sont chargés d'aller chercher de l'eau, ça veut dire que les parents, ce sont les parents de ces enfants-là, ça veut dire que ce sont des parents qui font partie de ces 77% de taux de pauvreté. Parce que moi, je peux dire à mes filles, vous n'irez pas chercher de l'eau. Moi, j'ai pu
pouvoir les sortir de cet environnement délétère pour leur santé mentale, physique, tout ce que vous voulez. Mais il y a des enfants de mon quartier tous les matins, et ça, je ne peux pas l'accepter en tant que présidente de Mayotte Assoir, mais aussi en tant que femme, en tant que maman, de voir des enfants de 3 ans avec des bidons de 5 litres et qui vont chercher l'eau avant d'aller à l'école parce que je sais qu'ils n'apprendront rien à l'école parce que ces enfants-là seront trop épuisés. Et je sais qu'il n'y aura pas assez d'eau à la maison pour faire à manger à ces enfants, pour que leurs parents leur fassent à manger le matin, à midi et le soir. Et qu'au moins un repas est sacrifié. Je sais aussi qu'au-delà de choisir quel repas manger, je sais qu'il y a des dépenses, comme je vous l'ai dit, acheter les lingettes, les pots, acheter même des serviettes, hein, parce qu'on parle beaucoup de précarité menstruelle. Voilà, le gouvernement a pris des dispositions là-dessus, mais je pense qu'à Mayotte, ça va être encore plus grave. Il y a des femmes qui vont renoncer à aller acheter des serviettes pour pouvoir nourrir leurs enfants. Donc, c'est ça, en fait, ce qu'il faut comprendre actuellement en Mayotte, ce qui se passe. Et le pire de tout ça, lorsque le gouvernement est fier et nous dit que nous avons, en fait, de l'eau, ça fait encore plus mal. Pourquoi? Parce que moi, là, actuellement, j'ai toujours pas mes packs. J'ai pas réussi. Parce que pour que j'aille chercher mes packs, il faut que je pose au moins 2 jours de congé. À chaque fois que je dois aller une fois par semaine chercher mon pack d'eau, il faut que je pose un jour de RTT ou un jour de congé. Donc voilà la situation dans laquelle je suis. Et ce n'est pas garanti que nous qui travaillons, même si on pose un jour de congé, on puisse récupérer notre pack parce qu'on peut arriver en fonction de la chance que nous avons, en fonction s'il y a des packs disponibles ou pas, et ne pas avoir les packs. Et les prix continuent à flamber, et ça veut dire que on va toujours continuer à vivre dans une spirale comme ça infinie. Donc, par rapport à toute cette situation, dès le départ, il y a eu 3 manifestations. La première, on l'a faite le 9 septembre, après une deuxième le 27 septembre. Au départ, on s'était dit, on va aller voir le gouvernement, on va essayer de parler avec eux, le préfet, monsieur le préfet de l'eau, l'ARS, tout ça. Mais il n'y a pas de dialogue possible, en fait. Parce que de toute façon, en fait, les choses, chacun se renvoie un peu la balle, et puis lui qui aurait dû faire ça, et puis nous, on gère bien, tellement que, tellement que c'est pas possible. Donc, je vais m'arrêter à là. J'espère que ça vous a permis de comprendre un peu notre situation. Merci beaucoup, Racha. Ça, c'est pas évident de parler après toi. Mais pour continuer sur Mayotte et à partir des éléments que tu rapportes, je voulais illustrer justement comment est-ce que notre affaire à tous, on a essayé de venir en soutien des mobilisations. Donc là, on voit s'afficher les mobilisations que vous avez organisées, Mayotte à soif, ces dernières semaines. On voit surtout la bouteille que tu tiens dans la main, c'est-à-dire que quand en effet l'eau finit par couler au robinet, eh bien en fait, on le voit hein, sur la photo, c'est difficile de la croire potable au vu de sa couleur. Je reviendrai là-dessus. Et donc, je voulais vous présenter quelques éléments sur comment est-ce que notre affaire à tous, en tant qu'ONG qui travaille avec l'outil juridique, a tenté de venir, enfin, encore aujourd'hui, essaye d'apporter son soutien sur les questions juridiques liées à cette problématique de l'accès à l'eau à Mayotte. Et j'en parlerai aussi dans les Outre-mer de manière un peu plus générale même. Alors, je vais peut-être revenir très rapidement sur la situation à Mayotte dont Racha a parlé. Il faut savoir que, donc, comme elle l'a dit, ça fait des mois maintenant que Mayotte vit au rythme des coupures d'eau potable qui sont organisées sur l'île, puisqu'en fait, Mayotte, cette année, vit une sécheresse historique. Déjà, ça fait 30 ans que Mayotte a perdu l'équivalent de 40% de ses précipitations, sachant que l'île dépend majoritairement, donc à 80%, de la pluie pour répondre à ses besoins en eau. Donc, à cause du changement climatique, l'île perd ses précipitations et donc on arrive aujourd'hui, en 2023, à une sécheresse historique qui fait durer la pénurie en eau. Donc Mayotte est en situation de pénurie au regard des critères qui déterminent les besoins élémentaires d'un Français ou d'une Française. Et donc ça, c'est au niveau quantitatif. Et au niveau qualitatif, l'état de l'eau est également qualifié de mauvais, voire médiocre, en raison des pollutions multiples, notamment liées aux déchets, mais aussi, en fait, simplement, quand on coupe l'eau,
et qu'on la rallume, eh bien, ça multiplie les risques de contamination bactériologique notamment. Je ne vais pas revenir, je pense que les conséquences sanitaires, sociales sur la dignité humaine ont été suffisamment illustrées, enfin suffisamment, ce ne sera jamais suffisamment illustré, mais en tout cas magnifiquement présenté par Racha. Et en fait, ce que je souhaitais illustrer, c'est comment est-ce que cette situation caractérise pour nous une situation de discrimination et comment est-ce qu'on a essayé d'intégrer ça au niveau juridique. En effet, il serait très difficile d'imaginer qu'un territoire d'hexagone de la taille de Mayotte, donc Mayotte, c'est entre 310 000 et 400 000 habitants, donc environ la taille de Montpellier, disons, subissent une coupure d'eau depuis des mois sans que l'État n'en fasse une priorité absolue, sans que aucune politique coordonnée ne soit mise en place. Pourtant, ces outils-là, ils existent en droit français. Il y a un outil de planification et de gestion de crise qui existe pour répondre à ces situations sur l'eau potable. C'est le dispositif Orsec eau potable qui est obligatoire normalement pour tous les départements. Donc, ils sont obligés d'en avoir un de prévu depuis fin 2020. Eh bien, à Mayotte, les services de préfecture n'ont pas jugé pertinent d'en prévoir un, alors même que la crise... Donc, on voit qu'elle est effectivement aggravée depuis cette année, depuis 2023. Et bien, en fait, ça fait quand même depuis des années, 2016-2017, qu'on voit la crise monter. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes d'infrastructure qui sont bien plus structurels, des problèmes de gestion du service public à la fois par le syndicat des eaux, par les entreprises privées qui sont chargées de construire des usines de dessalement sur place, dont les problèmes de corruption de ces deux acteurs-là sont dénoncés depuis des années par l'Union européenne, par la Cour des comptes, par le Sénat, etc., etc. Et pourtant, l'État laisse faire. Donc, alors je vais revenir un peu sur la situation de discrimination. Une discrimination, traditionnellement, on l'entend plutôt comme le fait de traiter de façon différente deux situations similaires. Mais c'est également, et ça a été reconnu par la Cour de justice de l'Union européenne dès 1963, le fait de traiter de façon similaire deux situations qui sont différentes. C'est-à-dire que le fait de ne pas prendre en compte les spécificités de Mayotte, que ce soit sur les problématiques sociales dont Racha a parlé, sur le fait que les communes, avec la départementalisation, n'étaient pas prêtes à gérer en fait ce service public qui est pourtant vital. Eh bien, le fait que l'État n'ait pas pris en compte ces spécificités-là caractérise une discrimination. Et donc ici, la discrimination se base notamment sur le critère du lieu de résidence, c'est-à-dire qu'il y a une différence claire dans l'accès à ce service public entre donc, le territoire de Mayotte et le territoire de l'Hexagone. En partant de ce constat-là, notre affaire à tous a proposé à Mayotte à Soif et à plusieurs requérants individuels, donc, qui sont tous habitants et habitantes de Mayotte, de porter ensemble un référé liberté. Un référé liberté, c'est une procédure d'urgence basée sur l'atteinte à des libertés fondamentales. Alors, on pourrait se dire que, au vu de ce que Racha a rapporté, c'est assez clair. Les atteintes voilà, au droit à la vie, au droit à la santé, au droit à l'éducation, au droit à l'eau de manière plus générale, au droit à un environnement sain. Donc voilà, les atteintes sont multiples. Le critère de l'urgence également ne fait pas doute et ça a été reconnu en première instance par le tribunal administratif de Mayotte qui a reconnu que l'urgence était incontestable. Et enfin, le dernier critère dont je souhaitais parler, c'est que l'État est responsable pour nous de cette situation, de l'aggravation de cette situation et donc des atteintes aux libertés fondamentales. Rachel a très bien dit, les acteurs sur place se renvoient la balle. C'est-à-dire que pour les communes, c'est l'État. Pour le syndicat des eaux, en fait, c'est pas vraiment eux. Pour Vinci, donc l'acteur privé, c'est pas vraiment de leur responsabilité. Et pour l'État, c'est au syndicat des eaux et aux communes de gérer. Bon, d'accord. En fait, l'État est considéré, notamment en droit international, comme le garant de ce droit d'accès à l'eau, le garant ultime
de ce droit fondamental. Et donc, en se retirant progressivement au fil des ans de ce service public, de la gestion de ce service public, et en laissant faire, donc, malgré la connaissance des défaillances des acteurs locaux, il se rend responsable de cette situation et de ces atteintes aux droits fondamentaux. Pourtant, aujourd'hui, cette situation, donc ça, c'est pour le caractère un peu plus structurel. Et pourtant, aujourd'hui, malgré la crise qui aujourd'hui atteint un pic, comme l'a indiqué le préfet de Mayotte en novembre, on est aujourd'hui à un pic et on attend une vidange des 2 retenues collinaires dans les prochains jours, potentiellement, si la pluie ne les remplit pas. Mais bon, est-ce que attendre la pluie permet de se dire que la crise est résolue? J'en suis pas convaincue. En tout cas, les seules mesures que l'État a souhaité, enfin, a proposées en fait en réponse à cette crise, c'est notamment principalement, pour plus de la moitié de ces mesures en fait, des arrêtés donc de restriction des usages de l'eau. Donc en fait, on demande aux habitants et aux habitantes de ne plus utiliser l'eau et donc on leur coupe les robinets. Aujourd'hui, on en est à plus de 18 heures de coupure officiellement tous les 3 jours. Enfin 18 heures d'accès à l'eau tous les 3 jours, pardon. Mais en fait, en réalité, ces tours d'eau ne sont même pas respectés la plupart du temps. On demande également, ça m'a vraiment choqué quand j'ai lu les arrêtés, on demande aux Mahorais, aux Mahoraises de ne pas remplir leur jacuzzi, d'éviter de faire des pool parties, d'éviter de se laver en rentrant de la mer. Enfin, des choses qui sont mais complètement déconnectées en fait de ce que Rachat rapporte. En fait, les gens veulent simplement pouvoir entretenir un hygiène minimum et pouvoir hydrater leur enfant pour qu'ils puissent aller à l'école et suivre leur éducation normalement. Donc voilà, la situation, la réponse de l'État n'est pas du tout à la hauteur et donc c'est ce qu'on souhaite porter dans ce référé liberté où on demande en fait au juge d'ordonner à l'État le déclenchement du plan Orsec dont je parlais au départ, qui doit permettre de proposer une réponse coordonnée donc de cette sortie de crise. Aujourd'hui, le référé liberté est en appel devant le Conseil d'État puisqu'on a eu un rejet en première instance où en fait le juge disait que en gros, bon, on ne montrait pas suffisamment que l'État était responsable et qu'en fait, on n'était pas allé assez loin sur ces propositions-là. Bon, des gens dont les libertés fondamentales sont atteintes ne devraient pas avoir à faire cette démonstration, mais malheureusement, la charge de la preuve reste à leurs frais. Et donc, on a précisé toutes ces demandes et cette démonstration en appel. Et donc, normalement, une audience doit être prévue dans les prochains jours. Et je terminerai rapidement là-dessus pour dire que l'eau, ce n'est pas un service public seulement. C'est un droit fondamental qui est reconnu dans le droit international, dans le droit européen et en droit français. Et que la situation de Mayotte, elle est symptomatique d'un rapport particulier, discriminatoire de l'État envers les territoires ultramarins. La Guadeloupe, par exemple, est particulièrement concernée aussi. Rien que cette année 2023, 3 comités des Nations Unies ont épinglé la France pour le fait qu'en Guadeloupe, ils ne garantissaient pas suffisamment l'accès à l'eau. Les services d'inspection de l'environnement disaient que les Outre-mer auraient 40 ans de retard dans la mise en œuvre de la politique de l'eau et de l'assainissement, avec donc des problèmes de quantité, de qualité de l'eau et de surtarification. Donc voilà, je vais terminer là-dessus. On espère évidemment avoir un résultat encourageant, une victoire pour les habitants de Mayotte pour le moment, mais effectivement, il faut vraiment comprendre les impacts que ces situations ont sur des centaines de milliers de personnes et le fait que pour l'instant, voilà, à la fois en France hexagonale, on ne le traite pas comme un sujet d'actualité et que l'État ne prend pas du tout ses responsabilités sur le sujet. Voilà, et on sera bien sûr avec Racha ravis de répondre à plus de questions s'il y en a après. Ah oui,
Merci beaucoup Emma, et Racha, c'était vraiment super intéressant d'avoir à la fois les témoignages, de montrer que en fait quand c'était un droit fondamental qui était impacté, c'était en fait tout un ensemble de droits qui étaient impactés. Ça c'était vraiment, Racha l'a vraiment très 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 bien montré. Et merci aussi à Emma de nous avoir un peu montré comment du coup on pouvait mobiliser l'outil du droit pour justement défendre une atteinte à un droit fondamental. Racha, je sais aussi que tu es très active en vrai sur place auprès des élus notamment. Mais je vous propose justement qu'on voit un autre pilier, un autre pan de l'action climatique qui est le plaidoyer et l'action législative avec Valentine. Merci. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Vous m'entendez? Désolée, j'ai des petits problèmes de micro. Alors, donc moi, je me présente. Je m'appelle Valentine Boyer. Attendez, excusez-moi, il y a un écho. Est-ce que c'est moi qui... Ok. Alors, vous disiez que je m'appelle Valentine Boyer, je suis élève avocate et co-référente de l'affaire Casino au sein de l'association Notre Affaire à tous, dont je vais un peu vous parler. Donc, Emma elle vous a parlé d'un cas concret de recours qu'on peut mettre en place. Je vais aussi vous parler d'un autre outil qui est de la loi sur le devoir de vigilance, qui est une nouvelle possibilité offerte depuis 2017 aux associations notamment pour se saisir de certains sujets en lien avec le droit de l'homme et le climat. Et je vais aussi vous parler un peu à travers mon expérience de la saisine des comités onusiens et de ce qui est possible de faire au niveau international sur certains sujets spécifiques. Donc, la loi sur le devoir de vigilance, elle existe depuis le 27 mars 2017. Et pour simplifier concrètement, elle met l'obligation à la charge de certaines entreprises de publier ce qu'on appelle un plan de vigilance tous les ans afin d'identifier les risques et de prévenir des atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé, la sécurité et les personnes, la sécurité des personnes, pardon, et l'environnement. Donc en fait, on peut voir qu'avec cette loi, ça donne quand même beaucoup de possibilités. Le texte est assez large et permet en fait de faire plein de choses différentes. Et les risques et les atteintes qui résultent de quoi? Des activités de la société en lien, peu importe où qu'ils soient, et en lien aussi avec les relations qu'elle entretient avec des sous-traitants ou des fournisseurs, par exemple. Dès lors qu'ils ont ce qu'on appelle une relation commerciale établie, c'est un terme qui est juridique, mais qui veut dire que dès lors qu'ils entretiennent des relations professionnelles. Donc, là, ce qui est intéressant avec cette loi, c'est que si l'entreprise ne respecte pas ses obligations au regard de l'établissement d'un plan de vigilance pour prévenir les risques, eh bien, on peut engager sa responsabilité après l'avoir mise en demeure, ce qui peut conduire à une réparation du dommage qui aurait été causé, notamment sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil. Et donc, il y a une vraie possibilité de réparation des dommages. Bon, il y a des critères pour ça, je vais être hyper rapide, mais en gros, on identifie deux. D'abord, c'est soumis à un nombre de salariés qu'emploie l'entreprise, 5 000 en France ou 10 000 en tout à l'étranger. Et ensuite, il faut disposer de ce qu'on appelle un intérêt à agir, c'est-à-dire qu'il faut que l'action entreprise par l'association soit en lien avec ce qu'elle défend, notamment ce qui est compris dans son objet social. Donc encore une fois, c'est plutôt assez large. Quelques exemples, on a pas, donc pour vous donner une idée de ce qui peut se faire, c'est autant dans le domaine des droits de l'homme que dans le domaine du climat. Et en 2019, il y a un projet pétrolier alors c'est plutôt en 2019 que la Total a été assignée, mais en gros, pour un projet pétrolier en Ouganda, qui s'appelle le projet Tilenga, qui est extrêmement climaticide, qui est extrêmement grave en termes de droits de l'homme, d'atteinte à la biodiversité sur place, parce que ça va être le plus long oléoduc possible jamais créé sur Terre.
et qu'ils ont eu la bonne idée de le mettre dans une zone protégée parce que c'est là qu'il y a du pétrole. Donc, voilà. Et donc, en fait, sur la base de cette loi, il y a une action qui a été intentée contre Total et qui est en cours actuellement. Un autre exemple dont je peux vous parler très précisément, c'est l'affaire Casino, puisque je suis co-référente au sein de l'association Notre Affaire à tous. Et concrètement, c'est l'entreprise Casino qui a vendu de la viande issue de la déforestation au Brésil et en Colombie. Donc, en fait, ce qu'on leur reproche, notamment d'avoir vendu ces produits dans leur supermarché et donc d'entretenir des relations avec des abattoirs ou avec des entreprises, des fournisseurs, des sous-traitants qui participent activement à la déforestation sur place. Si vous voulez plus d'infos sur ça, il y a des super rapports qui ont été rendus par Envolver et plus récemment par Mighty Earth qui montrent très précisément en fait les violations qui sont commises et qui apportent des preuves concrètes de la complicité de Casino dans la déforestation dans ces territoires. Et donc, en fait, il y a une action qui a été intentée sur la loi sur le fondement du devoir de vigilance. Et donc, voilà, c'est quelques exemples que je peux vous donner, mais il n'y a pas vraiment de limite aux possibilités dès lors qu'on remplit les critères de recevabilité. Ce qui est intéressant aussi, si je peux parler un peu de la jurisprudence qui a été rendue, ça c'est un peu les désavantages de cette loi, c'est que c'est très long d'obtenir des décisions et pour l'instant, les décisions qui ont été rendues, il y en a une seule sur le fond qui parle peu de ce qu'on appelle la cartographie des risques, c'est des obligations impliquées dans le plan de vigilance. Et pour l'instant, les entreprises font tout pour que ça traîne et donc on n'est que la plupart des décisions rendues sont d'un point de vue procédural. Et voilà, sachant qu'il y a aussi une directive d'un point de vue européen qui va être adoptée, qui va encore plus permettre d'intenter des actions dans le cadre de l'esprit de cette loi française, mais au niveau européen. Et je vais me bouger les fesses, comme ça il y aura du temps pour les questions. Et donc maintenant, je vais vous... Enfin, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le devoir de vigilance, mais il y aura sûrement nos mails qui seront laissés. Donc, voilà. Je vais vous parler d'un point de vue international du type de plaidoyer que les associations peuvent mettre en place, notamment en se saisissant des comités onusiens. Il faut savoir qu'il existe deux types de mécanismes de suivi des droits de l'homme au niveau des Nations Unies. On a des organes qui sont créés sur la base de traités internationaux, des conventions qui sont ratifiées par souvent un grand nombre de pays. Et on a des organes créés en vertu de la Charte des Nations Unies. Donc, s'agissant des comités créés en vertu des conventions, ces comités, donc il y a une convention qui est ratifiée, il y a souvent à peu près 18 experts et leur but, c'est d'évaluer la situation dans quelques pays tous les 4 ans par rapport à la mise en place de cette convention. Je vous donne un exemple plus concret. Le comité d'évaluation le comité pour l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, c'est un comité qui a pour but l'éradication des discriminations faites aux femmes. Et donc la France, par exemple, tous les 4 ans, elle est évaluée par les experts. Et en tant qu'association, on a la possibilité de soumettre des rapports qui disent, par exemple, dans mon pays, moi je considère que le droit à la santé, il n'est pas respecté parce que il y a tel ou tel problème. Et donc avec Notre Affaire à tous, par exemple, il y a un rapport qui a été rendu, qui a été co-rédigé par Chloé, que j'ai vu dans le chat, qui en fait met en évidence l'impact des changements climatiques sur les droits des femmes. Et donc, il est possible, en fait, de faire état de différents combats en lien avec les droits humains ou le réchauffement climatique. Et voilà. Je ne sais pas si c'était très clair. Et Notre Affaire à tous a, par exemple, soumis un autre rapport qui a soumis notamment le droit d'accès à l'eau dans les territoires ultramarins devant le comité économique, social et culturel qui est accessible sur le site de Notre Affaire à tous. Donc après, de ce type de comité, il y en a contre la torture, il y en a en fait, ça concerne globalement tous les droits humains qui existent. Il suffit d'identifier les droits que vous voulez toucher et de soumettre un rapport. Et ensuite, vous pouvez aller sur place, vous pouvez échanger avec les experts. Et ça, c'est un vrai intérêt. Donc, pour parler des avantages, voilà, notamment ça donne de la visibilité à votre cause. Ça permet d'avoir un vrai échange, parfois avec les délégations des pays quand ils sont ouvertes, ou parfois avec directement les experts pour dire attendez, regardez, sur tel sujet, la France fait rien et il y a peu de visibilité là-dessus. Ça permet aussi, ça a tous ses avantages. En revanche, ça a quand même beaucoup de limites, il faut en avoir conscience.
Ces comités, ils sont indispensables, mais ils ont beaucoup de défauts, notamment au niveau de l'organisation. Sur place, souvent, c'est un peu la guerre avec les ONG, mais de la faute de personnes, en fait, pour une raison d'organisation. Il faut se battre pour avoir un temps de parole, il faut se battre pour pouvoir échanger avec les experts. Donc ça crée des situations vraiment dérangeantes et désolantes. Il y a aussi le fait que les experts ne sont pas obligés de reprendre ce qu'on leur dit. Et puis, il y a quand même certaines limites vis-à-vis de la possibilité. C'est-à-dire qu'en gros, l'État fait un peu ce qu'il veut. Si c'est celui qui ne l'intéresse pas ou qui considère que c'est pas... Enfin, je veux dire, les recommandations des experts sont contraignantes, mais elles ont leurs limites. Donc, voilà. Et ensuite, l'autre possibilité, l'autre possibilité qu'on a, c'est des organes qui sont créés par la Charte des Nations Unies. Il y en a plusieurs, mais il y en a un, je pense, qui est intéressant de souligner. Ce sont ce qu'on appelle les rapporteurs spéciaux. Les rapporteurs spéciaux, en fait, ils ont des mandats sur des sujets spécifiques. Par exemple, il existe un rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones, un autre sur la promotion et la protection des droits de l'homme dans le contexte des changements climatiques. Et donc, eux, ils sont élus pour à peu près, ils sont désignés par 6 ou 7 ans. Et vous pouvez leur communiquer des plaintes. Vous pouvez leur écrire des courriers et dire, regardez, dans le pays, il y a une grave violation vis-à-vis de ce droit-là. Et en général, les pays ont l'obligation de répondre à ces communications. Donc ça peut être intéressant parce que ça permet encore une fois de donner de la visibilité, ça peut enclencher des dialogues. Et il faut surtout pas oublier qu'on peut dire ce qu'on dit, mais les États, ils sont quand même assez attachés à l'image qu'ils renvoient à l'étranger. Donc tout ce qui est fait au niveau international, ils vont quand même essayer de donner la meilleure image possible et ça peut parfois débloquer une situation, ça peut pas non plus trop... même si ces comités ont ses limites, ça a quand même des avantages. Donc, voilà. Et donc, en cas de violation vraiment grave, les rapporteurs peuvent être amenés à se déplacer dans certains pays, faire des enquêtes et en restituer le contenu. Et c'est tout pour moi. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci de votre attention. Merci Valentine, ça donne envie de te poser plein de questions, comme tu n'avais pu tout dire. D'ailleurs, j'en profite, n'hésitez vraiment pas à poser des questions dans le chat ou vous pouvez mettre aussi, si vous préférez intervenir directement, mettez une astérisque et donc Léo qui gère la modération des questions et qui est bénévole au groupe du groupe Inégalité climatique avec moi et vous laissera la parole. Donc, je ne sais pas comment on s'organise parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps de questions. On voulait faire un dernier tour des intervenants pour essayer de rassembler un petit plaidoyer et peut-être faire saillir quelques points qui nous semblaient importants. Je ne sais pas si les personnes veulent mettre en avant des éléments, des intervenants pendant quelques minutes, s'il y a un message à faire passer ou voilà, des avancées, des limites. Il y a quand même des... Morgane, par exemple, est-ce que tu veux... On peut faire un petit tour pendant 2-3 minutes de Oui, tous et après, on passe aux questions. Je serai rapide, merci beaucoup Héloïse. Si on doit faire un état des lieux, on a quelques avancées, on a encore beaucoup de sujets d'inquiétude. Bon, déjà, on est quand même beaucoup plus à faire le lien entre protection du climat et droits humains, notamment l'accord de Paris lors de la COP 21 a vraiment posé les bases sur le sujet. On a la loi sur le devoir de vigilance dont on a parlé, donc ça, c'est vraiment des choses importantes. Malheureusement, cette année, et oui, encore cette année, les subventions aux fossiles ont atteint des niveaux records, 1 300 milliards de dollars en 2022. Enfin, c'est même l'année dernière, on n'en était jamais à ce niveau-là. Et aussi la progression des climato-sceptiques, et aussi en France. Aujourd'hui, un Français sur 3 est climato-sceptique. On ne dirait pas comme ça, mais voilà, c'est très inquiétant. La COP28 a vraiment incarné cette situation contrastée et profondément inégalitaire. Je ne vais pas commenter sur qui sont les Émirats arabes unis, qui est le sultan Al-Jaber, etc. Je pense que tout le monde le sait. On a quand même un outil de justice climatique qui s'est mis en place avec l'abondement du fonds perte et préjudice, mais il est abondé à hauteur de centaines de millions, alors qu'on aurait besoin de centaines de milliards. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Je voudrais juste dire quand même qu'il y a des motifs d'espoir, parce que c'était la première année à la COP où on a eu une journée
journée dédiée à la santé et où le lien entre les énergies fossiles et les problèmes de santé a clairement été établi. Donc ça, c'était quelque chose de très important. Mais voilà, enfin, la COP va se terminer demain et on n'a pas d'accord sur une sortie des fossiles. Donc l'ennemi numéro un et l'éléphant dans la pièce, il est encore et toujours là. Je voudrais juste conclure en disant que le réchauffement climatique est un phénomène causé par les humains. C'est un problème qui a des impacts sur les humains, mais c'est aussi l'humain qui doit pouvoir agir, et notamment Amnesty International en est convaincu. Je vais citer juste 2-3 chiffres du GIEC. Si on limite le réchauffement à 1,5 en sortant des fossiles, il y aura 420 millions de personnes qui pourraient échapper aux vagues de chaleur. Le nombre de personnes exposées au stress hydrique pourrait être réduit de 50%. Et le risque d'inondation dans les petits États insulaires peut être réduit de 80%. Donc vraiment, si on fait les choses bien, on peut agir et on peut avoir des impacts. Et selon Amnesty International, dernière chose, il faut faire attention aux fausses solutions qui ne mettent pas en avant la justice climatique et les droits humains, parce qu'on pourrait certes faire du captage et stockage de carbone, on pourrait certes faire des voitures électriques très lourdes dans le monde entier, etc. On pourrait certes tous se baser sur des biocarburants, mais toutes ces pratiques-là, elles ont des impacts sur les droits humains. Et nous, vraiment, ce qu'on défend, c'est zéro émission de carbone et zéro atteinte aux droits humains. Oui, merci Morgane, effectivement, de faire valoir cette action, enfin, l'action de Amnesty International qui est extrêmement pertinente et efficace sur les droits humains. Est-ce que, je sais que Lucie voulait peut-être, est-ce que tu as un point de plaidoyer avant de passer peut-être la parole à Emma et Racha, si vous voulez faire mettre en avant un élément. Je sais que le temps file. Oui, moi, je vais faire très vite. Je partage ce qu'a dit Morgane sur tous les aspects COP que je suis de très près, même si je suis sur une situation bien plus locale dans le projet que je coordonne. Concernant du coup le point très spécifique de la précarité énergétique dans le logement, ce que la plupart des associations nationales de plaidoyer promeuvent et qu'on partage, c'est maintenir le calendrier de sortie des passoires thermiques, d'interdiction à la location de ces passoires thermiques, tout en soutenant les propriétaires, qu'ils soient bailleurs ou occupants, et qui sont modestes et très modestes, hein, pas tous les propriétaires, mais on a une partie de propriétaires qui sont modestes et très modestes, à financer, les aider à ce qu'il y ait zéro reste à charge et donc qu'ils puissent rénover de manière performante leur logement pour pas qu'on ait à défaire, refaire des travaux. Et évidemment, comme je le disais en introduction, remettre sur la table cette question de l'indicateur de la sensation de chaleur dans le logement, puisque c'est évidemment un point qui est non négligeable pour déterminer qu'on est en précarité énergétique. Voilà, merci beaucoup. Merci Lucie. Racha, je ne sais pas si... bon, je vais peut-être simplement rappeler ce qu'on demande dans le référé, si tu veux, et je te laisserai compléter. Dans le référé, on demande effectivement, donc le référé liberté, on demande donc que l'État mette en place, déclenche, donc plus précisément le préfet de Mayotte déclenche le plan Orsec eau potable pour prévoir une réponse coordonnée et cohérente de la gestion de la crise de l'eau à Mayotte. Et en gros, toute mesure utile, pour le faire simple, toute mesure utile pour atteindre la satisfaction des besoins de base, donc c'est-à-dire entre environ 2 litres au moins d'eau potable pour l'hydratation, 100 litres d'eau potable enfin 100 litres d'eau en fait pour le reste des besoins de base, comme je le disais au départ. Voilà, et évidemment des solutions également pour les personnes plus vulnérables, puisque voilà, aujourd'hui les gens font la queue pendant des heures pour récupérer 1 litre d'eau par jour, y compris les personnes âgées, les femmes enceintes, etc., etc. Donc des réponses adaptées aux situations des personnes plus vulnérables. C'est un très grand résumé, il y a tellement de choses à demander, mais n'hésitez pas à aller lire les documentations qu'on a sorties, les ressources que Mayotte à Soif publie régulièrement également. Et Racha, je te laisse compléter si tu le souhaites. Et je crois que ton micro est coupé. Oui, donc pour finir, donc par rapport à cette pénurie d'eau qui vient exacerber déjà les inégalités qui existent déjà aujourd'hui sur nos territoires, notamment l'accès à l'éducation, le droit des femmes, l'accès à l'emploi.
l'accès à la formation et toutes ces petites choses qui sont si faciles à faire dans l'Hexagone, ne serait-ce que faire ses courses. La vie devient de plus en plus compliquée. Je parlais de malnutrition. Je parlais du fait que les enfants, souvent, il y a des cours qu'ils ne peuvent pas, auxquels ils peuvent pas assister parce que les écoles sont fermées. Donc là, je lance un appel à la solidarité pour tous les Français qui nous entendent aujourd'hui et qui ont envie de contribuer avec nous à cette cause, à ce combat, que peu importe, voilà, si vous voulez faire des dons, si vous voulez vous associer à nous pour n'importe quelle action. D'ailleurs, j'en profite pour remercier notre affaire à tous. Parce que on n'a pas les moyens forcément sur le territoire, 77% de taux de pauvreté, ça veut dire que les gens n'ont même pas les moyens d'aller devant le tribunal. C'est la triste histoire dans tout ça. Parce que l'accès au droit, ça a un coût qui est risqué parce qu'on peut aussi perdre, même si on décide de mettre ses économies. Voilà, c'est pour ça que je lance à la solidarité, l'appel à la solidarité nationale par rapport à ce qui arrive. Parce que je vois que la France, les Français, nous, on peut faire preuve de solidarité et je lance cela même pour un département français. Parce que vraiment, ce sont des vies qui sont en jeu. Voilà. Merci Racha. Oui, tout à fait. Tu pourras, ce que je te disais dans le chat, mais n'hésite pas à nous partager s'il y a des appels à dons. On pourra voir effectivement à l'issue du webinaire si ça ne pourrait pas être un call to action intéressant et si on ne peut pas le partager sur nos réseaux. Donc n'hésite pas. Je pense si ça vous va, je conclurai juste en disant que je trouve que toutes vos prises de parole montrent que montrent qu'il y a en fait une grosse inégalité entre ceux qui impactent, c'est-à-dire en fait le secteur des énergies fossiles qui s'est montré incroyablement dystopique aujourd'hui puisqu'il a annoncé qu'il refusait, enfin voilà, qu'il y a une annonce comme quoi il refusait de sortir des énergies fossiles. Et de l'autre côté, du coup, les populations et des territoires qui sont impactés. Et en premier lieu, bien sûr, les personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire les enfants, les femmes, les personnes qui peuvent être discriminées parce qu'elles sont sur un territoire qui ne bénéficie pas des mêmes services publics que, par exemple, la métropole. Et donc, tout ça, c'est vraiment un point important qu'il faut souligner parce que, en fait, ça nous empêche d'être résilients face au changement climatique. Les inégalités sont inefficaces, en fait, pour lutter contre le changement climatique et nous rendent plus fragiles. Du coup, je pense que maintenant, on peut passer aux questions. Si vous êtes motivés pour garder 5 ou 10 minutes en plus, pour toutes vos questions. Est-ce que Léo, tu en vois? Est-ce que tu peux nous en lire? Oui, avec plaisir. Donc, on a eu une première question qui disait, y a-t-il des initiatives collectives pour s'organiser autrement qu'être dans l'attente du gouvernement? Je pense que la question était un petit peu plus dirigée vers Mayotte, à Soif, parce qu'on parle d'achat de filtres à gravité, achat de cuves de récupération d'eau de pluie, etc. Et je pense que c'est aussi une question qui peut être adressée par d'autres. Je veux bien commencer à répondre. Comme le disait Racha, alors oui, en fait, il y a des solutions techniques qui peuvent exister, mais dans un département, le département le plus pauvre de France, où il y a un taux de pauvreté qui est à 77%, c'est très compliqué, voire en fait même injuste, de demander aux habitants de se fournir ces solutions eux-mêmes. Pareil, les collectivités, en fait, ont peu de moyens. Là, on leur demande de faire la distribution des bouteilles d'eau. Elles n'ont pas de moyens supplémentaires qui leur est alloués pour faire ces distributions. Donc, pour nous, c'est pour ça qu'on se tourne en priorité vers l'État. Alors, c'est effectivement un peu frustrant de se dire qu'on dépend, en fait, de la réponse de l'État, mais bon, c'est tout de même son rôle, in fine. En tout cas, de ce qui devrait être son rôle que de répondre à cette garantie des droits fondamentaux et donc aux solutions qui répondent. Après, techniquement, il y a pas mal de solutions qui existent et c'est ce qu'on met en avant aussi. En fait, les solutions existent.
C'est une question donc de moyens que l'État veut mettre sur la table. Voilà, pour répondre rapidement. Merci beaucoup, Emma. Est-ce que quelqu'un veut s'adonner à cette question ou est-ce qu'on passe à une autre? Bah, sinon, pour revenir sur le cas des Premières Nations au Canada de l'Ouest, voilà, je ne sais pas si j'ai mis le son comme il fallait. En fait, les Wet'suwet'en, le peuple canadien de Colombie-Britannique, ils n'ont pas attendu que l'État fasse quelque chose quand ils ont vu qu'il y avait des forages qui intervenaient sur leur territoire. Ils ont commencé et qu'ils n'avaient pas donné leur consentement libre, éclairé et informé par rapport à ce projet. Ils ont commencé des actions de désobéissance et bloqué les sites du chantier, le forage, etc., qui est de toute façon dévastateur sur un plan climatique. Et leur cause est devenue visible et c'est pour ça que des ONG comme Amnesty International souhaitent les accompagnent. En fait, c'est déjà ce qui est le cas. Les accompagner pour demander l'abandon des charges et aussi pour produire des rapports d'enquête sur le sujet et le médiatiser le plus possible et le plus largement possible au Canada et au-delà. Donc voilà, ça montre qu'il y a quand même une vraie mobilisation des populations. Merci. Ouais, d'ailleurs, c'est peut-être un motif d'espoir pour les participants qui sont encore là sur le webinaire. En fait, on voit que si on se demande si le droit est un outil efficace pour défendre nos droits, il faut avoir conscience qu'en général, c'est en cumulant les actions, mobilisation, action climatique, que les combats sont souvent gagnés. Une autre question? Oui, oui, oui. Je pense qu'on a encore le temps pour une question. Donc, on a reçu quelles sont les limites du devoir de diligence, peut-être c'était vigilance, à l'égard des acteurs locaux des chaînes de production? Par exemple, est-il possible de poursuivre Total Energy ou Casino devant les tribunaux pour les dommages causés par l'un de ces prestataires locaux? Et bah, du coup, c'est pour moi. Oui. Bonsoir, merci pour votre question. En fait, on ne peut pas poursuivre des entreprises. En fait, on peut poursuivre que si la France est compétente au regard de la loi et de ce qu'on appelle la compétence territoriale. Donc, en fait, on ne peut pas poursuivre un des prestataires de Casino pour ce qu'il a commis. En revanche, le fait de poursuivre, par exemple, Casino ou Total dans ce type d'affaires, faut pas sous-estimer l'impact considérable que ça a. Je peux vous donner quelques chiffres. Par exemple, Casino, c'est le leader de la distribution au Brésil à travers sa filiale Grupo Pão de Açúcar, pardon. Il représente 15% des parts du marché et près de la moitié du chiffre d'affaires mondial de Casino. Donc, en fait, dès lors que Casino est condamné à cesser ses relations avec ses sous-traitants et ses fournisseurs, eh bien nécessairement, ça a un impact sur la production sur place et sur les liens en rapport avec la déforestation. Donc il y a ça, il y a aussi évidemment l'obligation de réparation, et puis il y a quand même toute la visibilité que ça donne à ce type de problème, le fait qu'il y a des associations françaises qui viennent, ou même d'autres associations qui viennent enquêter sur place, qui fournissent des preuves. Donc peut-être qu'on ne peut pas directement poursuivre des fournisseurs en tant qu'entité, mais ça n'a pas moins d'impact pour autant en tout cas. Voilà. Je ne sais pas que ça répond à votre question. Merci Louise pour ta question. Une autre question qui a été posée par Héloïse, quel est l'impact d'un plaidoyer comme celui soumis devant le CEDEF? Le CEDEF, c'est le comité pour l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Et en fait, tout dépend des objectifs qu'on a. D'abord, est-ce que tout le monde sait en quoi les changements climatiques vont impacter les droits des femmes? Pas nécessairement. Le simple fait de soumettre un rapport, ensuite d'engager des actions de communication dessus, ça permet aux gens de réfléchir. Moi, quand j'en parle à ma famille ou à mes amis, ils font pas tout de suite le lien. Et donc, en fait, c'est pour ça que on essaie de donner des exemples concrets. C'est vrai que j'ai pas eu le temps d'en parler, mais vis-à-vis du droit à la santé, par exemple, en cas de changement climatique, il y a évidemment de plus fortes vagues de chaleur. Et donc, on sait que la première cause de mortalité chez les femmes en France, c'est les maladies cardiovasculaires.
Donc, elles sont moins bien prises en compte en France que pour les hommes, parce que c'est une discrimination du système de santé qui existe. Et ben voilà, ce type de rapport, ça permet d'alerter les experts sur ce type de problématique, qui ensuite vont poser des questions à la France là-dessus directement. Donc, c'est-à-dire que dans ce type de plaidoyer, parfois les États, ils savent pas forcément comment faire ou ils sont pas forcément conscients des problèmes qui existent. Bon, celui-là, peut-être qu'ils en avaient conscience, je sais pas, mais en tout cas, ça permet de sonner un peu de tirer la sonnette d'alarme sur certains sujets spécifiques et aussi d'apporter des solutions. Parce que parfois, les États savent pas comment faire. Il y a la France, mais il y a évidemment tous les autres pays qui sont auditionnés devant ces comités. Donc ça, c'est les intérêts, donner de la visibilité, échanger avec les experts. Et sinon, moi, regarde mon expérience personnelle, c'est d'échanger avec d'autres ONG. C'est toujours hyper enrichissant de voir ce qui est dit, les solutions enfin, proposées, etc. Voilà. Je peux en parler longtemps, mais C'est très clair en tout cas. super. Euh, Est-ce qu'il y a une autre question? N'hésitez pas. Il y a eu quand même des intervenants très intéressants ce soir et si jamais, enfin, c'est une bonne occasion, même si c'est des questions qui peuvent vous paraître idiotes ou trop évidentes, ça peut être intéressant parfois de rappeler des éléments essentiels. Nous, c'est vrai qu'on est tous un petit peu acculturés à ces enjeux, mais vous ne l'êtes enfin, tout le monde ne l'est pas, donc toutes les questions sont bienvenues. On vient de recevoir une question pour Racha directement. Euh, la question demande, est-ce que tu pourrais nous parler de ton action auprès des élus et est-ce que tu agis en plus du combat mené contre l'État? Oui, j'ai commencé à rencontrer quelques élus, notamment de mairie. Et au niveau du CD, il y a une délibération pour la création de l'Office de l'eau. Donc l'enjeu, ça serait d'intégrer Mayotte Soif dans la gouvernance pour l'Office de l'eau, ce qui est un réel enjeu. Alors pour l'État, oui. Déjà personnellement, je fais partie des requérants, ainsi que les membres de ma famille. Et l'association aussi, avec notre affaire à tous, fait partie des requérants. Et aussi, il y a d'autres actions en justice, notamment celle devant le juge civil pour laquelle on a eu gain de cause partiellement, mais qu'on va interjeter appel, puisque nous, l'intérêt, en tout cas moi personnellement, mais cette action ne concerne pas l'association, c'était vraiment la livraison de l'eau à la maison. Parce qu'on n'a pas l'eau à la maison et c'est un réel enjeu, ça va faire toute la différence. Si j'ai l'eau à la maison, ça me fait au moins 70 litres en moins à porter tous les jours. Voilà. Donc au niveau de ma santé physique, il y a un enjeu sur ça. J'espère avoir répondu à la question. Peut-être que en attendant, si quelqu'un veut poser une question dans le chat, moi j'ai une question pour Acha un petit peu en suite de ce que tu étais en train de nous expliquer. Est-ce qu'il y a des initiatives plutôt collectives, en fait, communautaires? Est-ce que tu vois que de par la situation, les gens s'investissent un petit peu plus dans ce côté communautariste, en fait, et ce côté soutien, ou est-ce que au contraire, ça perdure, en fait, et ça augmente les inégalités du territoire? Alors, côté soutien, pour je veux parler de l'accès à l'eau, c'est-à-dire on s'entraider sur le territoire pour accéder à l'eau ou bien s'intéresser à la problématique, être sensible et participer aux actions mises en place. Les deux. Les deux. D'accord. Bon, de toute façon, on est sur un territoire solidaire, mais le plus compliqué, c'est lorsque bah, ça touche tout un quartier et qu'on doit se déplacer. Donc, dans ce cas-là, ça devient très compliqué. Mais moi, les rares fois que j'ai l'eau chez moi, de toute façon, j'ai un robinet à l'extérieur où bah, je laisse tout le monde de mon quartier se servir parce que je ne peux pas laisser voir mes voisins sans eau avec des enfants de bas âge. Alors, concernant la sensibilité maintenant à la gravité de la situation, parce que depuis 2017, bah, on a les coupures d'eau. Il y a un collectif 2018 qui est là et nous sommes la première association sur l'île à avoir tenté tout de suite
des actions en justice avec des résultats, même si négatifs, même si pas satisfaisants, mais on a été, comment dire, très agressif immédiatement juridiquement. Et oui, on voit notamment une action pénale que l'association n'a pas du tout initiée. Ce sont les membres du collectif qui ont initié cette action, qui sont partis voir Maître Daoud, qui travaille déjà avec la Guadeloupe pour pouvoir initier cette action. Et avec nos députés qui en parlent aussi. On a un groupe WhatsApp de 700 personnes. Voilà, et tous les jours, voilà, c'est des échanges tous les jours, hein, de 5 heures, des fois jusqu'à 22 heures, 23 heures, voilà. Au moins, c'est la solidarité aussi par rapport à l'information, parce que des fois, on ne sait pas quand est-ce que il y aura des bouteilles en cas de rupture, quelles sont les conditions pour y accéder, etc. En cas de difficulté, on se donne aussi les infos, les numéros d'urgence, etc. Donc oui, il y a une solidarité qui se crée, mais qui demeure malheureusement insuffisante parce qu'à chaque fois, on a les mêmes questions et comme on n'a pas de pouvoir de décision, c'est à l'État aussi de mettre en place un numéro effectif d'urgence et qui nous permettrait à tous et à chacun, si je donne l'exemple de notre quartier où ça fait des mois on n'a pas l'eau, de pouvoir alerter sur ces situations, de dire attention, enfants en danger, femmes enceintes en danger, personnes âgées en danger, il faut d'urgence de l'eau dans ce quartier. Donc, malheureusement, c'est ça qui nous manque. Mais oui, on est quand même, les gens sont de plus en plus conscients, mais malheureusement aussi avec le problème de l'insécurité, c'est que, voilà, il y a l'insécurité aussi à gérer au quotidien. Voilà, nous, on considère que ce sont des actes terroristes parce que des personnes qui peuvent être avec des machettes qui peuvent agresser nos enfants à l'école aussi. Donc, bah, le climat social est très, très tendu à Mayotte entre l'insécurité et la pénurie d'eau. Voilà, dans ces conditions-là, j'espère juste que bah, les gens n'auront plus peur quand même et se diront que même si on est le territoire qui connaît le plus d'inégalités dans tous les départements français, mais avoir confiance en la justice et ne pas hésiter à poursuivre les différents responsables à tous les niveaux pour qu'enfin justice soit rendue, en tout cas sur cette situation, que les choses évoluent. Parce que je pense que il y a quand même une différence réelle lorsqu'on va devant la justice. Il y a une prise de conscience aussi du responsable qui va quand même pouvoir s'organiser autrement que l'organisation actuelle mise en place. En tout cas, moi, j'en suis convaincue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a une autre question qui vient d'arriver. Cette fois-ci, elle est pour Lucie. Donc la question dit, on entend que les actions demeurent insuffisantes sur la précarité énergétique et la question est comment dépasser cette inertie? Oui, merci pour la question. Alors, comment dépasser cette inertie? Alors, il y a toujours plein de leviers d'action pour moi à activer, hein. Sur la rénovation, très clairement, on a déjà des sommes conséquentes qui sont fléchées d'argent public sur des opérations de rénovation via tout un tas de dispositifs que vous connaissez peut-être plus ou moins, notamment MaPrimeRénov', qui est assez connue. Et le problème, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que cet argent public, ces aides, elles sont mal fléchées. Elles sont fléchées sur des travaux où on va juste avoir un changement de système de fenêtre, alors qu'il faudrait travailler sur 6 postes de travaux. Typiquement, on a 86% de MaPrimeRénov' qui allait que sur un type de travail en 2021, au lieu d'aller sur de la rénovation complète et performante. Donc, ce qu'il faudrait faire déjà, c'est s'assurer qu'on a des acteurs de qualité qui accompagnent ces rénovations-là. On a des artisans de qualité qui sont formés aussi sur des nouvelles techniques d'habitat écologique pour utiliser tout un tas de matériaux biosourcés, etc. Donc, des enjeux de formation aussi, évidemment, au-delà de ces enjeux d'accompagnement et de contrôle. Mais clairement, en termes de finances publiques, on est déjà sur des coûts substantiels pour les finances publiques aujourd'hui. Alors oui, il faudrait mettre encore plus. Et si on mettait encore plus maintenant, c'est des coûts évités pour les finances publiques, mais pour la santé, c'est des coûts vraiment très conséquents à éviter pour plus tard. Donc voilà, pour moi, l'inertie, le meilleur moyen de le combattre, c'est voilà, de bien flécher notre argent public et de les diriger vers des bons projets de rénovation, quoi.
qui sont impactants sur tous les plans économiques, pour les factures énergétiques des ménages, au niveau social et au niveau environnemental, puisqu'on a moins d'émissions de gaz à effet de serre, et au niveau sanitaire, enfin, la spirale dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a des dirigeants, enfin, il y a des élus qui sont plus ou moins sensibilisés aussi en région Occitanie. Là, on est sur une région qui a l'initiative d'un programme innovant, vraiment. La région a la compétence transition énergétique, mais elle n'a pas forcément la compétence précarité énergétique qui relève plus des départements qui sont censés agir sur l'habitat et la solidarité. Donc là, on a une région qui interprète sa compétence de manière un peu plus large. Et ça, c'est le résultat d'une idéologie politique. Donc, c'est intéressant de voir aussi comment, en fonction des élus qu'on a, on a des marges de manœuvre plus intéressantes. Parce que la région, c'est vrai, a quand même est à l'œuvre sur le développement économique, donc a des moyens plus conséquents que des départements pour agir sur ce plan-là, quoi. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, oui, très bien, merci beaucoup. Donc, je pense qu'on va prendre une dernière question et on revient à Racha. Il y a une question qui dit, Mayotte va-t-elle devenir un territoire qui poussera de plus en plus les personnes à s'exiler climatiquement? Alors, il n'y a pas vraiment de statistiques de savoir s'il y a des personnes qui sont parties à cause du climat à Mayotte, mais ce qui est certain, c'est avec les problématiques sociaux, mais bien sûr, il y a des personnes qui font le choix de quitter le territoire. Après, moi, ce que je veux dire, c'est que de toute façon, il ne faudrait pas que nous qui sommes là actuellement sur ce territoire-là, nous oublions que nous avons quand même les moyens d'agir, à nous responsabiliser, notamment par rapport aux bouteilles d'eau. Tous les déchets qui traînent à l'extérieur, c'est nous aussi qui y contribuons. Donc, je pense aussi il y a un réel enjeu aussi sur ça, de nous éduquer sur la question environnementale, de nous éduquer sur ce qu'est économie de l'eau. Et justement, je reviens sur le fait de ne pas forcément attendre que l'État fasse le premier pas. Aujourd'hui, grâce à Internet, on a accès à des astuces, du coup, qu'on peut mettre en place chez soi, qui sont accessibles financièrement. Et voilà, il ne faut pas perdre espoir de se dire oui, parce que Mayotte, il fait chaud, il faut partir, on n'a plus d'eau. Ben, il y a 93 départements en France hexagonale qui sont concernés par la sécheresse. Donc, je pense que Mayotte, notamment, c'est une opportunité pour l'État d'en faire une terre aussi d'expérience, mais d'une expérience réussie en mobilisant tous les leviers juridiques, financiers qui existent, en moyens humains aussi, en ingénierie aussi, pour régler ces problématiques, pour que justement des millions de vies soient préservées, du moins sanitairement, dans les années à venir. Parce que je pense qu'il y a un réel enjeu. En fait, le réel enjeu, c'est celui-là. Nous sommes dans le moment très grave, mais nous ne serons pas le dernier département de la France à être impacté aussi sévèrement. C'est ça la triste réalité. Ouais, ben vraiment, je veux rebondir là-dessus parce que c'est exactement ce que nous a dit l'ancien directeur de l'hôpital de Mayotte, avec qui on a échangé dans le cadre de la construction de l'action. En fait, Mayotte, c'est vraiment, enfin, c'est ce qui va, en fait, les problématiques que rencontre Mayotte aujourd'hui, c'est ce qu'on va rencontrer en Hexagone dans quelques années et ça fait peur. Mais en fait, c'est vraiment la réalité. Donc pour l'instant, alors oui, c'est plus facile pour l'instant d'acheminer de l'eau en camion-citerne quand il y a des sécheresses en France. Mais en fait, dans quelques années, ce sera plus le cas. Et donc ça va s'étendre aux autres territoires ultramarins, Mayotte, Guadeloupe. Mais ça concerne tous les Français et Françaises et donc tout le monde. Donc, j'appuie vraiment ce que dit Racha. Ça devrait vraiment être une opportunité pour le gouvernement que de mettre en place des actions coordonnées, cohérentes, adaptées sur ces thématiques d'accès à l'eau, parce que dans quelques années, malheureusement, c'est ce qui devra mettre en place en Hexagone y compris. Merci beaucoup. Merci. Je pense qu'on peut sûrement s'arrêter là au niveau des questions. Héloïse, est-ce que je te laisse conclure? Oui, merci pour ce dernier point de Racha et Emma. Ouais, c'était effectivement très clair. Ce n'est pas que Mayotte qui est concernée, c'est nous tous et toutes. En fait, on connaît tous déjà
des situations comme celle-là, qui ne sont pas encore aussi graves, mais qui risquent de s'aggraver à mesure que la hausse des températures continue. Et effectivement, je pense qu'on doit tous se sentir solidaires. Et je pense que le droit peut être un outil de mobilisation et de solidarité assez intéressant. Je me permettrai en conclusion en fait de rappeler que donc on a sorti un rapport qui rassemble un peu toutes les paroles qui ont eu lieu ce soir, c'est-à-dire qui présentent beaucoup de situations. Il y a aussi un renvoi notamment au dossier de presse de Mayotte à soif, ou en tout cas à l'action de soif de justice. Il y a aussi, je commence à fatiguer. Il y a aussi plein d'informations sur, par exemple, les droits des femmes dont Valentine a parlé. Il y a aussi l'affaire Casino aussi, qui est citée aussi dans le rapport. Enfin, c'est vraiment, je pense, une boîte à outils assez précieuse que vous pouvez tous partager, relayer autour de vous. Il y avait un dernier point que je voulais ajouter. Je remercie Amnesty d'être là. C'était quand même super chouette de pouvoir parler avec une autre organisation. Avec grand plaisir. C'est cool, c'est vraiment chouette. Et puis non, oui, si, on a fait un plaidoyer à la fin de notre rapport. C'était ça que je voulais dire. On a fait un plaidoyer qui cumule pas mal d'informations et de demandes qui, je crois, sont partagées par de nombreuses organisations. Et du coup, ça peut être intéressant de les lire. Voilà. Merci à tout le monde. Je vous souhaite une excellente soirée et j'espère que ce webinaire vous a plu. Il est enregistré et du coup, il sera relayé. Merci, Bonne soirée. Merci.